Bonjour Olivier Dussopt. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, auprès de Gérald Darmanin. Vous êtes chargé plus spécialement de la fonction publique et puis vous vous intéressez aussi très près à la fiscalité locale. Vous venez du PS, vous êtes un des derniers nommés dans ce gouvernement d'Édouard Philippe. Il y a une polémique en ce moment sur la suppression annoncée par Emmanuel Macron de l'exit tax. La gauche crie au cadeau aux ultra riches et la droite crie au cadeau aux hyper riches. Et vous? Moi, je crie à l'efficacité. Ouais. Et je crois à l'efficacité. L'exit tax ne marche pas. Ne marche pas puisque ça n'empêche pas les départs. Et le rendement financier pour l'État est très bas. Nous avons, avec Gérald Darmanin, un objectif qui est qu'au cours de cette année 2018, un projet de loi renforçant la lutte contre la fraude fiscale soit adopté. Avec une police fiscale. Avec des moyens d'investigation. L'exil fiscal ou le départ de contribuables, ce n'est pas de la fraude fiscale? Ça n'est pas de la fraude fiscale. Ça peut parfois l'être. Ça ne l'est pas systématiquement. Et nous, ce que nous considérons, c'est que la priorité doit être donnée à la lutte contre la fraude fiscale. Bon, vous n'avez pas été surpris par l'annonce? Non. Vous y attendiez? Vous étiez informé? La question n'est pas celle-ci. Oui. La question, si, ça peut être une question. La question n'est pas celle-ci. La question, c'est la cohérence de la ligne du président de la République, qui souhaite simplifier un certain nombre de choses et qui souhaite surtout faire le pari de l'efficacité. Oui, mais la question, ça peut être aussi l'efficacité de l'action gouvernementale et en particulier informer ses ministres des décisions qui sont prises. Je crois qu'en matière d'action gouvernementale et d'efficacité, ce gouvernement fait preuve d'une réussite et d'un travail méticuleux comme on n'en a pas connu depuis longtemps. Donc, pas informé, mais pas surpris, c'est ça? Pas informé, pas surpris, si vous voulez. L'essentiel, c'est la mise en œuvre. Bon, et le fait que ce soit annoncé de l'étranger, pas un problème? Aucune difficulté. Non? Quel est, à votre avis, le sens du timing qui a présidé à ça? Le président de la République poursuit un objectif. Redresser, et il considère que le redressement du pays passe à la fois par plus de protection, par plus de liberté et par un travail sur la cohésion. Il considère aussi que ça passe par l'efficacité de l'action publique. Et donc tout au long de cette année, comme depuis le début de son élection, il met en place les éléments de son programme. Il met en place les éléments qui fondent sa conviction et le modèle économique, le modèle fiscal, le modèle social qu'il veut défendre pour le pays. Mais tout ce modèle-là, aujourd'hui, il projette une image qui est celle bien connue du président des riches, c'est injuste? C'est injuste car c'est faire peu cas des différentes politiques qui sont menées par ailleurs. Des politiques pour renforcer l'éducation, avec par exemple le dédoublement des classes de CP, pour permettre l'émancipation. Des politiques aussi en direction des plus fragiles, qui pensent à dire, qui pensent à souligner que depuis le 1er avril, le minimum vieillesse, l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, pour prendre son vrai nom, a augmenté de 30 €. Que l'allocation adulte handicapé va aussi augmenter. Que la prime d'activité aussi augmentera. On connaît ces arguments. C'est pas parce qu'on les connaît qu'il ne faut pas très les répéter. Non, mais simplement, pardon, mais il y a des trous dans votre dispositif et il y en a en particulier du côté des retraités qui ont pris de plein fouet la hausse de la CSG et qui n'auront pas de compensation de quelque sorte que ce soit. La plupart des retraités vont bénéficier d'une compensation avec la diminution de la taxe d'habitation fin octobre. Fin octobre, c'est voté. On ne peut pas dire un jour, c'est voté. C'est voté pour fin octobre. D'ici 2020, 80% des ménages français seront dégrévés de la taxe d'habitation. Et le président de la République a dit le 31 décembre, et répété depuis, que l'objectif que nous poursuivons avec la refonte fiscale et la suppression totale de la taxe d'habitation. Alors justement, dans une interview aux Échos qui est publiée ce matin, vous dites que effectivement, vous confirmez que cette suppression de la taxe d'habitation concernera tous les Français, 80% d'entre eux au début, 100% d'entre eux ensuite. Quand? Comme je l'ai dit ce matin, et vous l'avez dit dans les Échos, dans les colonnes du journal Les Échos, 80% des ménages seront dégrévés, exonérés de taxe d'habitation d'ici 2020. Mais le reste, le Conseil constitutionnel nous a dit qu'il fallait porter une attention particulière aux 20% restants, et le président de la République... Il vous met en garde, en fait. Il vous met en garde au nom du principe d'égalité devant l'impôt. Et le président de la République a dit le 31 décembre qu'il fallait aller au bout de la suppression. Mais quand? Le calendrier, c'est toujours la question. Le calendrier n'est pas arrêté. Nous devons le faire à partir de 2020. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si nous le faisons en une année ou si nous devons le faire avec un peu plus de temps, y compris pour respecter la trajectoire budgétaire. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui qu'à la fin du quinquennat, c'est-à-dire entre 2020 et 2022, la totalité de la taxe d'habitation aura disparu? C'est l'objectif. Mais l'objectif est à la fois de tenir cet engagement, qui sera un engagement favorable pour le pouvoir d'achat, qui sera aussi un engagement favorable pour l'égalité, puisque nous savons que la taxe d'habitation est un des impôts les plus injustes. Et dans le même temps, le président de la République nous a donné cette mission à Jacqueline Gourault, qui s'occupe des collectivités auprès de Gérard Collomb, travaille auprès du ministre de l'Intérieur, à Gérald Darmanin et moi-même, de travailler à la refonte de la fiscalité locale, parce que c'est une chose de tenir l'engagement, il sera tenu pour les ménages,
c'est une autre chose que de garantir aux communes, de garantir aux intercommunalités et aux collectivités locales en général le maintien de ressources. Le maintien de leurs ressources qui sont normalement des ressources qui leur sont directement puis des ressources, pour reprendre les mots du président de la République devant le Congrès des maires, des ressources qui soient justes, qui soient durables et à un niveau suffisant pour leur permettre de financer leur politique publique. Bon, je disais, la totalité de la taxe d'habitation pourrait avoir disparu à la fin du quinquennat. En réalité, non, puisque probablement les résidences secondaires continueront à être taxées. L'engagement du président de la République porte sur les résidences principales. Il n'avait pas précisé ça. Il avait dit que les résidences secondaires seraient l'engagement du président de la République porte sur les résidences principales et nous considérons que les résidences secondaires doivent et peuvent faire l'objet d'un traitement particulier. Parce que ce n'est pas injuste, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Il y a plusieurs pistes. Vous conviendrez avec moi que souvent, lorsque un ménage a les moyens d'avoir une résidence secondaire, il a déjà une résidence principale. Oui, mais ce sont des ménages qui, en termes de justice fiscale, de justice sociale, je comprends très bien votre raisonnement. Moi, je m'installe un peu dans les pattes du Conseil constitutionnel qui dit si c'est injuste pour 80% des gens, ça l'est pour 100%. Et si c'est injuste pour les résidences principales, probablement ça l'est aussi pour les résidences secondaires. Il y a un argument qui va vous contredire, et j'en suis désolé. Le Conseil constitutionnel a systématiquement validé tous les dispositifs fiscaux permettant aux communes ou aux intercommunalités de majorer la taxe d'habitation ou la taxe foncière sur les résidences secondaires, comme sur les logements qui restent vacants trop longtemps. Donc il y a déjà des différences de régimes fiscaux entre la nature des résidences. Vous le savez, beaucoup de questions se posent sur le financement de cette suppression de la taxe d'habitation. Qui va assumer les 10 milliards pour les 80% et les 9 milliards probablement pour les 20% restants, au total près de 20 milliards par an. Vous dites ce matin, il n'y aura pas de nouvel impôt ni de hausse de la fiscalité. Au contraire, cet effort sera surtout financé par des économies. C'est le mot « surtout » qui m'interpelle. Surtout financé par des économies, ça veut dire qu'il y aura d'autres moyens de financer cette disparition de l'impôt? Il faut reprendre les chiffres tels qu'ils sont. Nous nous projetons en 2020, à l'issue de la période de 3 ans. Et nous considérons qu'en 2020, le montant total de taxes d'habitation, tout compris, résidence principale, résidence secondaire, s'élèvera autour de 25 milliards d'euros. 15 milliards sont d'ores et déjà prévus dans la loi de programmation au titre des 80%. Nous devons trouver comment nous finançons les 9 à 10 milliards d'euros qui restent. Il y a la question des résidences secondaires. Qui font quoi, 4-5 milliards? Un peu moins, 2,5, que nous avons évoqués. Il y a un certain nombre d'outils fiscaux qui sont aujourd'hui attachés à la taxe d'habitation et qui doivent être préservés. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Vous allez les préserver et vous allez les laisser connectés aux collectivités locales. Et par ailleurs, il faut aller plus loin. Il faut aussi parler de la redevance pour l'audiovisuel qui est elle aussi assise sur la taxe d'habitation. Si ça n'est pas uniquement des économies, il y aura des impôts. Nous voulons réaliser des économies et nous avons dit et nous avons pris un engagement, celui de ne pas créer d'impôts nouveaux et celui de ne pas alourdir la pression fiscale. À nous de trouver les marges, à nous de trouver les réaffectations d'impôts pour faire en sorte que cet engagement soit tenu. Donc il y aura un jeu de bonne taux, c'est pas péjoratif dans mon propos, mais il y aura un jeu qui permettra de compenser ici ce qui aura été supprimé là. Le gouvernement a commandé un rapport à Alain Richard et Dominique Bure pour voir comment on peut non seulement tenir cet engagement sur la taxe d'habitation, mais plus généralement refondre la fiscalité locale et voir comment on peut organiser les ressources de chaque niveau de collectivité locale. Un mot sur la fonction publique. Vous êtes en charge justement de gérer cette fonction publique et cette masse d'agents de l'État. Le climat est comment? Le climat social en France est tendu, difficile, des grèves, des manifestations. Et dans la fonction publique? Dans la fonction publique, il y a des inquiétudes. Et je les comprends, puisque depuis 30 ans, chaque réforme a été abordée sous un angle purement budgétaire. Mais dans la fonction publique, il y a aussi beaucoup de concertation. Je mène cette concertation depuis des mois. Je la mènerai jusqu'au mois de mars 2019, puisque c'est à ce moment-là que nous présenterons les éléments de la réforme de la fonction publique. Mais d'ici là, du côté des rémunérations? Nous avons un rendez-vous salarial mi-juin sur lequel nous allons travailler avec les organisations syndicales. Nous avons aussi des discussions sur chacun des chantiers que nous avons ouverts, pas plus tard qu'hier. Un groupe de travail se tenait sous l'égide de la direction de la fonction publique auprès du ministère du budget et de l'action des comptes publics. Toutes les organisations syndicales y ont participé de la même manière qu'elles participent dans le fait que ce dialogue permet de tenir à peu près... Je suis confiant dans notre capacité à construire une administration et une fonction publique à la fois plus moderne, plus forte et plus efficace. Et je suis confiant dans la capacité des organisations syndicales, pendant les mois qui viennent, à nous faire des propositions. Plus moderne, plus forte, plus efficace, moins nombreuse? Moins nombreuse, le président de la République a fixé un objectif, nous devons le tenir, nous devons aussi veiller à ce que la qualité du service public ne se dégrade pas. Il reste beaucoup de travail de ce point de vue d'ici la fin du quinquennat. Merci Olivier. Merci à vous.